C'est un gros événement, mais à quel point ça va changer les choses. À un moment donné, c'est sûr qu'on ne pourra pas vivre comme ça. Je suis le premier à reconnaître, il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous êtes mêlés, vous savez plus trop quoi penser de ces grandes conférences internationales sur le climat, la conférence des partenaires, les fameuses COP. On en est donc à la COP 27. Ça se passe en Égypte. On va y aller en direct dans une seconde. Mais d'abord, les bases de tout ça. On revient en 2015 à Paris. On s'entend pourquoi? Il y a 196 pays qui s'entendent pour faire limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, minimalement à 1,5 degré. Déjà, la planète, la température a augmenté de 1,2. On n'est pas du tout... on est loin, bref, des objectifs. Pour y arriver, pour limiter le réchauffement, vous le savez, on répète ça sans arrêt, il faut réduire les GES. Au Canada, par exemple, on a dit on va réduire nos GES, tout ce qu'on envoie, donc de 40 d'ici 2030. Puis en plus, c'est 40 par rapport à ce qu'on faisait en 95. Donc, c'est énorme comme cible. Et je vous donne un dernier tableau pour vous montrer que ce n'est pas gagné comme Paris, si on parle juste au Canada. Des pays du G7, le Canada est un des rares, avec les États-Unis, à avoir augmenté ses gaz à effet de serre continuellement depuis l'accord de Paris. On nous dit, ça s'en vient, là. 2022 sera la première année de décroissance des GES. On verra. Elisa Serret, donc, c'est dans ce contexte que la COP 27 doit d'abord, il faut le dire, puis on en a beaucoup parlé, première question, il faut trouver des façons pour financer les pays pauvres qui, eux, font face aux problèmes du réchauffement climatique, sur les berges, sur tout, en fait. Et ça, c'est une fortune dont on parle. Au bas mot, Patrice, on parle d'un fonds pour les pertes et dommages qui serait au minimum là, à 500 milliards de dollars par année. Alors, cette somme, dit-on, ne serait pas suffisante, mais au bas mot, 500 milliards de dollars par année. Et parce qu'on est dans les chiffres, vous avez donné des chiffres intéressants d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire, vous savez, les pays africains sont les plus vulnérables devant les effets des changements climatiques, mais les 54 pays africains sont responsables de 4 des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Alors, c'est dommage de voir que ces pays-là, qui n'ont pas les moyens de se protéger, de s'adapter, et lorsqu'il se passe des préjudices irréversibles, qu'ils n'aient pas les moyens de se retourner et de continuer à vivre de façon normale comme les pays plus développés peuvent le faire. Alors, vous l'avez dit, cette semaine, ce qui va être important, Patrice, c'est la création de ce fonds pour les pertes et dommages. C'est le nerf de la guerre ici, d'autant plus que c'est une COP en sol africain. C'est un peu l'Égypte qui a décidé de l'agenda, si vous voulez, des discussions de cette semaine et de la semaine dernière. Alors, on a eu une première ébauche aujourd'hui, Patrice, et ce qu'on voit dans cette ébauche, c'est que la création du fonds, elle est là, mais que les pays du Nord ont mis des conditions de temps, si vous voulez, pour que ça prenne un peu plus de temps avant qu'on y arrive. Et on peut s'imaginer que dans le contexte, c'est ce qu'on entend ici, là, dans le contexte de la guerre, on vient d'entendre un reportage de Lise Villeneuve, c'est complexe, il y a une crise énergétique, il y a de l'inflation galopante, il y a une menace de récession qui font en sorte que plusieurs pays ici ont de la difficulté à s'imaginer, à s'engager à verser des sommes aussi importantes. Alors, il y a des freins un peu, si vous voulez. On est pas mal certain que la création du fonds va avoir lieu, mais de quoi ça aura l'air, ce texte final-là? D'ailleurs, la semaine dernière, John Kerry a dit « On a entendu la Russie qui voulait aussi retirer cette mention du 1,5 degré dans le texte, qui trouvait ça trop contraignant. Ça risque pas de se produire parce qu'il y a trop peu de pays qui réclament ça, puis je pense que ça créerait un peu une révolution. On voit déjà, vous avez vu le Pakistan cet été, Patrice, comme tout le monde, les images incroyables. Et puis Fiona au Canada, c'est un exemple aussi intéressant, par exemple. Mais vous avez raison. D'abord, ça se passe en Égypte. Vous avez raison de le souligner. Quand vous avez donné ces chiffres qui sont quand même... Ça parle. Le continent africain ne pollue à peu près pas et reçoit les dommages et les effets de ce réchauffement climatique en plein visage, là. Il y a la plus grande sécheresse en cours depuis des mois au Kenya, notamment. Là, on n'a pas eu de pluie depuis, je pense, 8 ou 9 mois. C'est grave ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique actuellement aussi, là, dans les pays plus au nord du Kenya. Donc, on oublie ça, mais ça se passe là-bas de façon très grave. Il y a des enfants qui meurent tous les jours de cette famine due à la sécheresse extrême.
Donc, revenons au Canada. Le Canada arrive, je le disais, Elisa, avec un bilan qui n'est pas reluisant. On nous dit ça s'en vient, ça s'en vient. On a mis en place un processus compliqué et on verra les fruits de ça cette année, l'an prochain. Donc, une réduction des gaz à effet de serre. Or, les pétrolières font partie de l'équipe canadienne, si je peux dire, au pavillon du Canada. Ce sont des joueurs qu'on invite. C'est controversé. Il y a des gens qui disent que le Canada devrait en faire plus. Comment vous pouvez nous expliquer un peu comment on est perçu là-bas? Oui. Le Canada reste un État pétrolier aux yeux des militants ici et des écologistes. Donc, la perception du Canada, elle est moyenne. On a accepté des projets pétroliers cette année, Patrice, rappelez-vous, de Baie du Nord. C'est sûr que d'avoir les gens du pétrole ici du Canada, c'est mal vu. Mais ce que Stephen Guilbeault a répondu la semaine dernière, dit on doit les inclure dans la solution. Tous les secteurs sont polluants. L'agriculture, c'est très polluant. On ne peut pas exclure le secteur de l'agriculture dans la discussion. Tous les secteurs, le secteur du transport, on doit les inclure. Ça, c'est son discours à lui. Maintenant, les écologistes craignent que les lobbyistes présents ici soient là pour faire du lobby et influencer les décideurs. Le Canada, aujourd'hui, il y avait un rapport publié par un organisme ici qui, chaque année, publie un rapport sur les mesures concrètement. Qu'est-ce que les mesures que chaque pays font là, pour atténuer les effets des changements climatiques, mesurer leur efficacité. Sur 63 pays, le Canada est classé 58e. Pourtant, il y a des États pétroliers comme la Norvège qui se classent autour de la 5e, 6e position de mémoire. On serait capable de faire mieux. Le problème, Patrice, c'est que le Canada accuse un sérieux retard. Rappelez-vous les années Harper. Alors, aujourd'hui, on a beau avoir un plan, ça va prendre des années avant qu'on soit au niveau de la Norvège, par exemple. Ça fait déjà 2 décennies que la Norvège met en place des mesures très fortes. Je vous laisse entendre donc ce chercheur suivi de la réaction de Stephen Guilbeault. Canada has a long way to go. I mean, the emissions per capita are very high still. It's very energy intensive if you compare it to other countries. But still, Canada is quite a rich country and could do much more. I think Canada has still the issue as being a fossil fuel exporter, and this has to change. Canada has agreed to phase out coal, which is good, but it's the smallest problem. Il faut faire plus au Canada. Et c'est pourquoi nous avons présenté le premier plan d'action détaillé par tous les secteurs qui démontre comment nous allons atteindre nos cibles de 2030. C'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'un gouvernement fait ça, mais nous avons des décennies de retard à rattraper. Et hélas, ça ne se rattrape pas en quelques années. Le plan commence à fonctionner, les émissions ont diminué en 2019, elles ont diminué en 2020, mais il reste encore, et je suis le premier à le reconnaître, il reste encore beaucoup de travail à faire. Bon, Elisa, alors il reste beaucoup de travail à faire, mais peu de temps pour l'Égypte, pour ce sommet. Alors, on s'attend à quoi, là, en terminant, en conclusion, rapidement? Oui, bien donc ce texte final, on espère d'ici vendredi, samedi, ça déborde toujours un peu, avec officiellement la création de ce fonds, avec des engagements clairs des États plus développés pour aider ces États-là vulnérables. C'est ce à quoi on s'attend cette semaine, clairement. Il y aura un paquet d'ententes bilatérales qui seront certainement annoncées, comme dans toutes les COP aussi. Il faut le dire aujourd'hui, hein, Joe Biden qui a serré la main à Xi Jinping, ça avait des échos même ici, Patrice, parce que vous savez, c'est les 2 plus grands pollueurs de la planète. Le fait qu'ils travaillent ensemble sur la question de la crise climatique, ils l'ont confirmé aujourd'hui. Ici, tout le monde était très content d'entendre ça parce qu'ils doivent faire partie de la solution ensemble. Leur économie est interconnectée, on le sait bien. Donc voilà. Très bien. Elisa Serré à Sharm el-Sheikh, en Égypte. On va vous suivre tout au long de la semaine. Merci beaucoup. Bon, et on reste dans le même sujet. On parle de l'avenir de la Terre. On arrive cette semaine à 8 milliards d'humains sur la planète. Des gens qui, évidemment, consomment. Certains consomment trop, d'autres pas assez. Des gens qui, à l'Ouest, ont de l'éco-anxiété qui va même jusqu'à refuser de faire des enfants. Gabriel Proulx et un reportage. La Terre compte près de 8 milliards d'êtres humains, ce qui veut dire qu'en 200 ans, la population mondiale a été multipliée par 8. Avec le réchauffement climatique, quelle pression cela met sur la planète? 8 milliards de population, ça ne sera jamais trop sur la Terre. Il s'agit de trouver les bonnes opportunités pour les populations, où qu'elles soient, et d'éviter les inégalités et de leur permettre de bénéficier de leurs droits. Pour Samuel Lesage et sa conjointe Anne-Marie Dubreuil, qui ont 31 ans, il est hors de question d'avoir un enfant. Si j'avais un enfant, j'aurais extrêmement de gêne à regarder dans les yeux en lui disant
Ça va bien tout ça, alors en sachant que le monde court vers la catastrophe climatique en ce moment. Dans le monde dans lequel on vit, est-ce que ça fait du sens pour moi? Mais on a décidé que non. Il y a un an, Samuel a subi une vasectomie. Une prise de position. Pour moi, il y a quelque chose il y a un refus. Je refuse une certaine société qui, par son idéologie, nous dit « tout va aller bien, maintenons le statu quo, les enfants, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, les enfants sont le porteur de l'avenir ». J'en ai pas foi en l'avenir, j'en ai pas du tout. Le couple est conscient qu'un enfant de moins sur Terre, ça ne résoudra pas la crise climatique. Selon la Banque mondiale, l'empreinte carbone des Canadiens est 3 fois plus importante que la moyenne mondiale. Bref, ce n'est pas tant le nombre d'êtres humains, mais plutôt le mode de vie des Canadiens et des pays développés qui pose problème, selon la biologiste de l'Université McGill, Catherine Potvin. Un Canadien, ça utilise environ 25 fois plus d'énergie dans sa vie qu'un Chinois. Les grosses autos, le climat nous aide pas, puis les distances nous aident pas, mais en dehors du climat et des distances, c'est notre mode de vie. On est avide de grosses maisons, de grosses voitures. On vit de plus en plus en banlieue. Tout le monde veut faire des voyages à l'extérieur. Même si la population mondiale continue de s'accroître et pourrait atteindre les 10 milliards d'humains en 2050, le rythme ralentit. Rien à voir avec le baby-boom des années 60. Et l'élément positif dans tout ça, selon cet économiste, c'est que les populations augmentent surtout dans les pays qui produisent moins de gaz à effet de serre. Évidemment, ça va dépendre de comment ces pays-là croissent au niveau de leur économie, puis on voudrait idéalement qu'ils n'aient pas la même trajectoire de croissance que nous, on a connue. Patrick Bonnet, le responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, comprend l'éco-anxiété chez certaines personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Mais il a fait un choix différent. Il est aujourd'hui père de 3 enfants. Il ne faut pas penser que le passé est garant de l'avenir. Il y a une jeune dame, Greta Thunberg, qui a commencé à faire une journée de grève par semaine et ça s'est transformé en un mouvement où il y a eu des milliers de jeunes Greta Thunberg à travers la planète qui ont mobilisé dans leur comté. Selon lui, les parents peuvent apprendre à leurs enfants comment avoir l'empreinte écologique la plus faible. C'est certain que les transports, la diminution de l'utilisation de l'auto-solo, c'est central. On n'y arrivera pas si on ne diminue pas aussi notre consommation de viande, par exemple. Ou si on ne diminue pas la surconsommation en général, pensez au plastique à usage unique. Pour le militant écologiste, chaque petit geste compte, mais convient que l'appui des gouvernements reste plus que nécessaire pour renverser la vapeur. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.